Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin comme d'habitude pour la matinale trading. On va parler de plein de choses intéressantes ce matin. On va faire évidemment un point sur l'ensemble des marchés pour préparer au mieux la journée, même si ça devrait être assez rapide, notamment pour la crypto, étant donné que il ne s'est pas passé grand-chose depuis le début de la semaine. Et on va en profiter du coup pour parler un petit peu d'autres choses, parce qu'il y a plein de trucs super intéressants. Donc sur du risk management, sur de la gestion de risque. On va aussi parler un petit peu d'économie, puisqu'on parlera des monnaies fiat aujourd'hui. Voilà, je me suis dit que cette petite matinale trading, quand les marchés ne nous donnaient pas l'occasion de faire beaucoup d'analyses, et ça pouvait être l'opportunité de parler de choses un petit peu différentes. Donc voilà un peu le programme du jour. Oui, je sais, j'ai mis un bonnet. Voilà, je me suis levé un peu plus tard aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de me coiffer, de me préparer, etc. Bref, voilà. N'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long du live. On fera des petites pauses régulièrement pour y répondre. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans la bio. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, un début de journée dans le rouge pour le moment sur les cryptos, avec un Bitcoin qui, après être venu chercher les 28 000 dollars, dévie aujourd'hui sous les 27 500. Un petit peu comme on l'avait prévu, j'ai envie de vous dire. Même chose pour Ethereum qui perd 2% et l'ensemble des alts qui, eux aussi, partent aussi dans le rouge. Alors, du côté de l'indice Fear and Greed, on gagne toujours autant, on a toujours autant de confiance, d'accord, avec un indice Fear and Greed à 68 ce matin. Il est même plus haut qu'hier malgré un prix qui a baissé. Donc on reste tout à fait optimiste et confiant sur le marché et ça c'est plutôt un bon point. Comme je vous le disais, Bitcoin qui commence légèrement à retracer et ça fait partie d'ailleurs du scénario qu'on a identifié hier soir. Alors vous avez ici en bleu les principaux niveaux de résistance. Vous avez en jaune les différents gaps CME et vous avez ici dans ce rectangle la FVG. Donc avec ici une grosse zone de déséquilibre de marché. Moi, mon scénario pour le printemps, c'est celui que je vous ai dessiné en orange. Une déviation, alors qui se fera peut-être plus rapidement que ça, d'ailleurs, au cours du mois d'avril, en direction des 26 000, 25 000 dollars, d'accord, dans cette zone, pour combler ce gap CME en fait qu'on a mis en place vendredi dernier. Ensuite, repartir s'attaquer aux 30 000 dollars avec une légère déviation au-dessus où là on va pouvoir piéger en fait un maximum de retail, on va pouvoir piéger un maximum d'acteurs sur le marché. Ce qui interviendra peut-être un petit peu plus tard, mais au même moment où on aura le deuxième FOMC de ce début d'année, où là la Fed, contrairement à demain, rehaussera ses taux d'intérêt directeurs. Vous voyez pourquoi j'ai ce raisonnement-là. Et donc, avec cette nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs dans 2 mois, un marché qui repartira vers le haut. Voilà un petit peu le scénario que je prévois. Alors après, évidemment, voilà, comme je vous le disais hier, si on a une cassure weekly des 30 000 dollars, évidemment que cette partie-là du scénario s'annule en fait et on envisagera quelque chose de beaucoup plus bullish pour la suite. Donc voilà un petit peu mon scénario sur Bitcoin, sur du daily. Euh, alors après, on voit quand même qu'on a assez peu de volume, hein. On l'a vu hier pour ceux qui étaient là sur le live de hier soir. On a live avec Paul sur du trading de allez, 20 h, à peine 20 h jusqu'à quasiment 23 h. On a pris deux positions, je vais vous les montrer, deux scalps. On avait prévu de prendre un gros short sur le Bitcoin et puis finalement on n'est pas rentré dessus parce que ça ne nous plaisait pas tant que ça. En fait, finalement, le scénario ne nous plaisait pas tant que ça. Du coup, finalement, on est rentré sur deux scalps qui se sont bien passés. Alors moi, j'ai pas eu le temps de les prendre parce que forcément, quand on est en live comme ça, entre le fait de vous expliquer, de vous montrer la position et d'en plus la prendre, des fois ça va un peu vite, surtout sur des scalps comme ça en M1. Du coup, perso, j'ai pas eu le temps de les prendre, mais j'ai eu le temps de vous les partager. Donc, pour ceux qui avaient suivi, c'était pas mal du tout. Donc voilà. Et puis comme on vous disait, on vous avait partagé en fait d'autres scénarios sur Bitcoin tout au long du live, mais au final il y a eu relativement peu de volume, je vais vous montrer. Il y a eu relativement peu de volume, et du coup ce qui fait que voilà, il n'y avait pas forcément une grosse position intéressante. Vous voyez que là, depuis dimanche soir, on a un petit peu range en fait entre les 27 et les 28 400. Donc on va surveiller ça d'ailleurs.
une zone qui va être justement intéressante. On va regarder là en M15 pour aujourd'hui ce qu'on peut anticiper un petit peu sur BTC. Pour le moment, on voit qu'on est quand même bien bearish hein, avec un nuage d'Ishimoku qui a été cassé. On pourrait aussi, alors j'aime pas forcément trader ce genre de pattern, mais identifier ici une sorte de trendline. Alors je sais pas trop quel qui serait le plus pertinent, ouais ça. Qui a été cassé, une structure qui a été cassée aussi. Alors si on ne prend pas une trendline, on peut prendre une structure classique. Donc vous voyez ici avec un shosh, break of structure ici qui a été cassé. Donc ça aussi il faut le prendre en compte. Ça aussi il faut le prendre en compte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur BTC? J'ai envie de vous dire, le truc c'est ce que je vous disais hier soir. C'est que on a mercredi, donc on a demain le FOMC. Et j'ai bien l'impression que les marchés en général vont être un petit peu en attente de ce FOMC, sans forcément nous faire grand chose, et plutôt en étant en phase latérale, en attendant les informations. Parce que bien qu'on ait des estimations, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas encore de certitude quant aux résultats réels qu'on aura sur les taux d'intérêt directeurs. Même si on table aujourd'hui plutôt vers des taux d'intérêt directeurs qui ne devraient monter que de 25 points, voire moins. Ça, c'est possible. Il s'est passé quoi hier avec le copy? On n'a pas pris quasiment de position hier sur le copy. On a juste fait des petits tests parce qu'on avait vu qu'il y avait eu des modifications de fonctionnement sur BitGet, notamment le fait que quand on met le montant, ça ne prend plus en compte l'effet de levier. Donc il n'y a pas eu de réelle position. Ça a été plutôt des tests hier sur le copy et aujourd'hui c'est bon, on attaque. Là vous voyez Paul, juste avant de commencer mon live, s'est connecté sur le copy, donc il va probablement y avoir des positions dans la journée et puis tout au long de la semaine. Donc voilà, hier ça nous a permis de regarder tranquillement et puis en plus voilà, il n'y avait pas forcément de setup intéressant, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas forcément eu trop de trade sur le copy trading parce que de toute façon le marché ne nous donnait pas forcément d'opportunités. Bon, donc voilà un peu ce que je disais. Donc ouais, en attente des résultats du FOMC de demain. Après là, on voit qu'on est quand même venu sur la borne du bas. Potentiellement dans la journée, revenir vers le haut, c'est possible. Personnellement, en tout cas, je ne vais pas prendre de position, je pense, sur BTC. Voilà, je le trouve pas si intéressant que ça. Par contre, on va regarder du côté des alts. Alors comme je vous le disais hier, Ether qui est en clairement, Ether qui est en sous-performance, qui lui, contrairement à Bitcoin qui a cassé ses 25 000, lui, Ether n'a pas réussi à break cette résistance des 1800. Donc là, on voit un rejet. On peut imaginer une déviation et un retour peut-être vers les 1600 $, donc en mid-range, avant une nouvelle potentielle cassure. Sachant que voilà, faut garder à l'esprit que même si pour le moment Ether sous-performe, il y aura une rotation qui va s'effectuer prochainement. Pourquoi? Parce qu'en gros, regardez. Hop. Voilà, si on regarde la market cap de BTC, en daily, on voit qu'on arrive sur le haut du range, donc avec une dominance qui arrive à 48%. Et on le sait, depuis 2021, à chaque fois qu'on est venu sur ces bornes hautes de dominance du BTC, on a eu un rejet. Rejet ou stabilisation, ce qui a permis une rotation en fait de BTC vers Ether. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est BTC qui drive à 100% le marché, enfin pas à 100%, mais qui drive le marché, qui décide, donc il faut être focus sur lui. Ensuite, on va avoir une rotation vers Ether, donc avec un Bitcoin qui va se stabiliser et en fait Ethereum qui va prendre le relais et qui va driver à son tour le marché. Ensuite, on aura une deuxième rotation d'Ether vers les alts, où là du coup on verra Solana, GLD, Avax faire des belles performances. Et ensuite, on aura une dernière rotation des alts vers les shitcoins, donc Dogecoin, Shiba, Baby Doge, tous ces trucs-là qui peperont en dernier. C'est toujours comme ça que fonctionnent un petit peu les cycles. Donc là, vous voyez qu'on va arriver probablement vers une rotation sur Ether. Donc ça peut être intéressant de surveiller Ether pour essayer de choper des points d'entrée un petit peu plus bas et pourquoi pas se positionner en long. Maintenant, je vous avoue, pour le moment, moi, c'est surtout sur les alts que je suis en train de surveiller des configs intéressantes. Vous voyez EGLD, sur lequel on s'est positionné d'ailleurs hier. C'est un trade que je vous avais envoyé hier. Vous voyez que ça se passe très bien. Donc là, il ne faut pas hésiter si vous voulez à prendre des profits. Remontez vos stop loss au prix d'entrée pour ceux qui étaient rentrés sur EGLD hier. Et puis laisser tourner le reste du trade. Là, vous voyez qu'on est venu retester cette TL. Donc très intéressant. Il n'y a pas de copie sur MEXC du coup. Non, Gaïa, du coup, ça va être sur BitGet.
Ça va être sur Bitget parce que sur MLC, c'est compliqué. Donc, ce sera sur Bitget. Et il y avait une autre petite position aussi que je vous avais partagée. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Sur le CFX, où là, on s'est fait SL. CFX, on s'est fait SL. Alors moi, personnellement, j'étais pas rentré sur ces positions. J'étais pas rentré, c'est des analyses que je vous ai fait en live. Voilà, un peu déçu, CFX, je m'attendais à des meilleures perfs. On avait plutôt bien commencé, et puis après, ça s'est écroulé, on s'est fait sortir. Donc vous voyez, un début de semaine plutôt tranquille, avec donc deux trades gagnants en scalp, un trade gagnant sur OGLD et un trade perdant sur CFX. Donc un début de semaine plutôt calme, forcément avec un marché qui ne nous laisse pas beaucoup d'opportunités. On voulait rentrer aussi sur XRP, puis finalement on ne s'est pas positionné parce qu'on attendait vraiment un break de la trendline daily, et puis même plus globalement du nuage d'Ishimoku. On n'a pas eu du tout les breaks attendus, donc pour le moment, la position, on la garde à l'esprit en fait, mais on n'est pas dedans. Faut vraiment attendre le break de cette double résistance pour envisager de rentrer. Donc voilà, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui devrait être une journée relativement similaire, avant vraiment une excitation à partir de demain soir avec le FOMC comme d'habitude. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont là ce matin, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à rejoindre les différents Discord. Vous avez tous les liens dans la bio. Donc voilà. Alors, on va désormais parler de trois autres choses. Là, on va basculer maintenant sur une analyse un petit peu plus des marchés financiers traditionnels. Là, on a fait un point sur le marché crypto. On va basculer sur le marché trad avec S&P 500, Nasdaq, DXY et les devises. Ensuite, on fera un petit exercice de money management et de gestion de risque. Et je vais vous apprendre en fait à calculer votre taille de position idéale. Et dans une troisième partie du live, dans une dernière partie du live, on parlera des monnaies fiat. J'ai envie de vous parler économie aujourd'hui parce que je suis tombé sur une petite étude très intéressante que j'ai envie de vous partager. Ça s'inscrit parfaitement dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui en France, mais plus globalement dans le monde. Donc on va discuter de tout ça. Ça va être super intéressant, vous allez voir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, etc. Les Discord, vous avez tous les liens dans la bio. Voilà un petit peu, j'essaie de voir s'il y avait des questions plutôt intéressantes. Apparemment la Fed ne va pas augmenter ses taux. Oui, exactement Mehdi, ou alors elle va les augmenter très très peu. Merci à tous ceux qui like, à ceux qui partagent, à ceux qui commentent. Il va augmenter, de quoi BTC ou Ethereum selon toi? C'est très vague comme question de Thibaut, tu me l'as déjà posé hier soir, je t'ai déjà dit d'être plus précis parce que qu'est-ce que tu veux savoir? Si je préfère BTC ou Ethereum, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ouais, de retour sur Bitget, exactement. Donc voilà, bonjour, c'est la première fois que je viens, apparemment je dois aller sur Discord aussi. Exactement, tu as tous les liens dans la bio. Alors, comme je vous disais, du coup on va regarder un petit peu les marchés financiers traditionnels. Surtout qu'hier soir vous m'aviez demandé quelques petites analyses sur le Forex. Alors, on va commencer comme d'hab par notre cher dollar avec l'indice DXY. Dollar qui réagit bien, mais calmement, tout de même sur sa zone actuelle. Voilà, on sait que c'est un niveau à surveiller ici. Bonne réaction pour le moment, pas extraordinaire, il va falloir patienter. Pas forcément grand chose à dire pour le moment sur le dollar, sur du daily. Là où il va falloir être un petit peu plus attentif, c'est sur du weekly, avec un DXY qui a très très bien réagi sur son support et qui actuellement est dans une phase correctrice. Attention, puisque cette phase corrective pourrait nous faire sortir du nuage d'Ishimoku et inverser totalement la tendance. Donc ça peut être un point intéressant. Maintenant, pour le moment, c'est assez compliqué d'étudier aussi ça, dans le sens où, voilà, comme on vous l'a dit, la Fed, cette fois-ci, ne devrait pas ou très peu remonter ses taux d'intérêt directeurs, ce qui devrait probablement faire baisser le dollar, et donc laisser plus de place aux assets risqués. Donc on peut imaginer, du coup, à partir de demain, un dollar qui repartirait peut-être vers le bas. Personnellement, c'est mon scénario, ce qui laisserait peut-être un peu plus de place, justement, à Bitcoin, à l'or, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose à dire. Ensuite, du côté des S&P 500 et Nasdaq, à l'inverse, là, on a des belles performances et on a des trucs intéressants. Nasdaq qui a très très bien réussi à break cette résistance et qui va pouvoir se diriger tranquillement vers les 13 000 $. Même chose pour S&P 500 qui a parfaitement validé un pullback sur sa trendline daily qui va pouvoir désormais repartir en direction des 4 160 $.
Donc on est porteur, on a des marchés américains, en tout cas les marchés actions, plutôt intéressants, même s'il faut évidemment rester prudent au vu de la situation actuelle. Je vous rappelle qu'il y a un risque systémique bancaire qui est toujours présent, hein. D'ailleurs ça me fait rire parce que hier, j'ai vu le tweet d'une personne qui disait, alors attendez, j'ai essayé de vous retrouver le tweet parce que c'était vraiment drôle, genre vraiment très drôle. Alors en gros la personne disait Crédit Suisse sauvé, contagion SVB stoppée, inflation terminée, hausse des taux terminée, injection de liquidité sur le marché commencée. Et lui disait j'attends le prochain record sur le CAC 40. Alors, le Crédit Suisse n'a pas été sauvé, il a été racheté. Il va probablement être fermé. La contagion de SVB n'a pas été stoppée. Elle commence tout juste et à s'étendre sur les autres banques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. L'inflation n'est absolument pas terminée. Et comme il le dit dans son tweet juste après, injection de liquidité. Ça, on l'a vu effectivement. La Fed va injecter 2000 milliards de liquidités. Donc là déjà tu te contredis, il se contredisait, parce que injection de liquidité veut clairement dire que l'inflation n'est pas terminée, puisque au contraire elle va être alimentée. Et donc, par extension, que la hausse des taux n'est pas terminée non plus, puisque l'inflation va continuer de monter, et donc la hausse des taux va continuer aussi. Et ça de toute façon pour elle a été très très clair là-dessus. Quoi qu'il arrive, les taux continueront de monter. Donc oui, temporairement, là on va avoir un ralentissement des taux pour préserver le système bancaire, mais c'est absolument pas terminé. Bref, revenons à nos moutons. Le risque systémique est toujours présent, la situation est toujours compliquée, donc il faut rester prudent sur les marchés financiers traditionnels comme les assets risqués. Maintenant, voilà, encore une fois, la situation n'a pas tellement changé et là aussi, on est plutôt en attente des résultats du FOMC de demain soir, donc pas forcément énormément de choses à dire. Similaire pour le gold dont on parlait hier soir. D'ailleurs, le gold encore une fois, si vous voulez le trader, privilégiez vraiment des trades en longue sur le gold. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, le fait que c'est une valeur refuge prend encore plus son sens, vu qu'il y a les banques qui sont en difficulté, il y a beaucoup de capitaux de flux d'argent qui rentrent sur le gold. Donc évidemment, il faut privilégier du trade en longue. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut le long n'importe comment et en rentrant à n'importe quel moment. Vous voyez que par exemple, actuellement sur le gold, on est sur une phase corrective. Mais par contre, ce qui peut être fait, c'est peut-être choper un prix d'entrée en longue un petit peu plus intéressant, plus bas. Ok, ça peut être intéressant. Donc voilà, et du coup je vais regarder deux paires forex ce matin. On va regarder USD GPY puisqu'il avait été demandé hier soir. Et on va regarder Euro USD comme d'habitude. Alors on va commencer par Euro USD. Euro USD, d'ailleurs dans lequel on est toujours en position. Un trade que je vous avais partagé fin de semaine dernière qui se déroule à merveille. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, remontez votre stop loss ABE. Prenez si vous voulez une prise de profit partiel. Bon, après vous voyez que là voilà, c'est pareil, c'est très latéral. Personnellement voilà, je reste dans ma position et j'adopterai mon comportement et mon biais lorsqu'on sera arrivé à mon TP, donc sur le top, pour voir si on a un break de cette structure en fait, ce qui permettrait de potentiellement re-rentrer en longue, ou si on a un nouveau rejet qui nous ramènerait vers le bas. Donc voilà un peu le... Merde, putain, j'ai bougé ma position. Donc voilà un petit peu mon analyse sur EURUSD, bien que voilà, on est encore en position, donc on va pas jouer au diable. Et vous vouliez voir du coup une analyse aussi sur USD GPY, on va regarder ça tout de suite. Donc le dollar qui est dans une belle tendance baissière, hein, comme vous le voyez, face au yen japonais. Alors on va se mettre sur du H4. Ah, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, début d'année, on avait pris un magnifique trade sur USD GPY, c'était vraiment magnifique, en longue. Là on voit qu'on a pile poil bien réagi sur ce niveau là. Alors ça je vais pouvoir l'enlever. Alors on va juste garder la position parce que j'aime bien comme ça garder certaines positions. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette structure ici et on va voir où est-ce qu'on en est en termes de retracement. On voit qu'on est sur les 61% de Fibo avec une belle réaction sur cette structure ici. J'ai envie de dire qu'on est plutôt bullish sur USD GPY et à première vue sur du H4 comme ça, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être un petit long sympa à prendre comme ça, avec un SL relativement serré, vous voyez. Et puis après, voilà, vous pouvez arriver sur cette zone, prendre une prise de profit partiel, remonter votre stop loss au prix d'entrée et puis après laisser tourner vers le top précédent, pourquoi pas. Parce que là c'est pareil, si on fait un retracement sur cette zone, vous voyez que ça nous amène parfaitement là-dedans,
382 et puis après, ok. Donc là, c'est plutôt intéressant. Petite position que je vous partagerai si vous voulez après dans les Discord sur USD GPY à surveiller. Pourquoi pas. Donc voilà. Ce qu'on pouvait dire là-dessus et sur les marchés trad. Évidemment, je vais assez rapidement les gars. Pourquoi? Parce que les marchés sont très calmes pour ce début de semaine, sont relativement latérales, donc forcément je rentre pas dans des détails, etc. et dans des analyses très poussées parce que de toute façon il se passe pas grand chose. Et comme je vous le disais, je vais vraiment attendre mercredi pour davantage de volatilité et de mouvements impulsifs. Donc pour le moment, en fait, on est surtout sur de l'observation, on est surtout sur de l'anticipation, sur de la préparation. C'est aussi ça le trading, c'est de comprendre qu'il y a des phases où vous allez être vraiment en prise de position, en trade, etc. Et des phases un petit peu plus préparatives où en fait vous configurez vos setups, vous mettez en place des configurations, etc. Mais vous ne rentrez pas forcément toujours immédiatement. Donc voilà, t'es rentré en long sur XRP. Non, je suis pas rentré sur le XRP. Un bonnet le jour du printemps. Ouais, c'est ce que je disais ce matin, j'ai pas eu le temps de me coiffer. Du coup, j'ai préféré mettre un bonnet. C'est du trading, oui, exactement. C'est bac plus combien ça? Tu peux faire ce que je fais même sans le bac. Hein. Enfin, même avec un bac, juste un bac. Hein. Après, si tu as un bac plus 5, c'est mieux. Il a déjà PC les 27K. Oui, on est même allé toucher les 28, Grégoire. Bonjour, pardon pour le niveau de la question, mais je suis sur Discord, je ne trouve pas où aller. Tu as toutes les informations dans le Discord déjà oubliées. Tu as toutes les infos. Donc, après, tu peux poser tes questions aussi. Tu nous arrobases. Moi, Sandro, Paul, Gauthier, Théo. Enfin, tu nous arrobases et on peut répondre à ta question. Mais normalement, tu as toutes les infos dans tous les channels. Sois un petit peu curieux, tu vas voir, il y a tout d'expliqué, les gars. Donc voilà, je vous ai fait des vidéos en plus pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Si vous voulez, au pire, dans la matinée, j'essaierai de venir en VOC dans le Discord pour vous montrer un petit peu, mais c'est vraiment très très simple. Donc voilà. Donc comme je vous disais, là maintenant, on va faire un petit exercice de money management. Merci. On va faire un petit exercice de money management, les gars, pour en fait, pour vous entraîner à calculer votre taille de position idéale. Alors, hop, on va se mettre sur un graphe vierge, genre un truc, on s'en fout, voilà. Hop, voilà. On va se mettre ici, comme ça. Voilà. Alors, là, le but, les amis, je vais vous apprendre une technique de money management pour que vous vous entraîniez et pour que vous puissiez être capable de fixer en fait votre taille de position idéale en fonction de votre risque. Donc, vous savez, quand on prend une position, vous avez une entrée, une zone TP et une invalidation. D'accord? Donc, en gros, ça donne quelque chose comme ça. Là, je prends l'exemple avec une position longue, mais évidemment, ça marche dans l'autre sens. Donc, vous avez ça. Vous avez une entrée, un TP, une invalidation. La première chose qu'il va falloir que vous fassiez, ça va être de mesurer la distance entre en fait votre entrée et votre invalidation. Mesurer cette distance en pourcentage. Donc là, vous prenez ça, ok? Et là, donc on est à moins 2,9%. On est à 2,9%. Donc, première chose qu'on note. Merde. Je vais plutôt faire ça. Donc, 2,9%. D'accord. Donc là, ça, c'est notre écart ici. Il va falloir ensuite que vous divisiez le montant à risquer par cette distance d'invalidation. Alors, qu'est-ce que c'est le montant à risquer? Vous savez, en risk management, il faut toujours que vous ayez, dans votre stratégie trading, une mise en fait sur l'ensemble de vos positions. Donc c'est de vous dire, ok, moi sur chaque trade, je mise 2% de mon capital, 3% de mon capital. L'idéal, c'est d'avoir une mise entre 1 et 5%. Alors évidemment, ça c'est subjectif, puisque forcément, si vous avez des plus petits capitaux, si vous commencez avec des petites sommes, ça va être plus compliqué. Et peut-être que là, il faudra aller chercher des mises un petit peu plus importantes. Mais si vraiment vous voulez avoir un très bon risk management et une bonne gestion, il faut que vous ayez entre 1 et 5% de votre capital.
Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon chiffre. Moi, je fais... Voilà. Moi, je table sur, en général, 3% de mise par prise de position. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, on va diviser ça par ça. Donc, on va prendre l'outil calculatrice. Parce que je suis une brêle en maths. Donc, on va faire 3% divisé par 2,9. Ça nous donne 1,03. Et là, vous avez votre lot. Tout simplement. Vous avez votre lot. C'est pas compliqué du tout, vous voyez. Donc, un risque de 3% avec, sur cette position, une invalidation à 2,9%. Ça nous donne donc un lot de 1,03. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre risque, votre mise, votre taille de position. Et il ne vous reste plus qu'à ajuster votre effet de levier en fonction de si on est sur du scalp, on est sur de l'intraday ou on est sur du swing. Vous voyez, c'est super simple. Et ça, c'est vraiment une méthode qu'il faut que vous appliquiez, surtout quand vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop quelle taille de position adopter. Et ben, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous adoptiez à chaque fois. Donc là, vous voyez, bah, moi, j'avais déjà enregistré ça parce que c'est généralement comme ça que je fonctionne. Une taille de lot, 1. Ok. Alors ça peut être intéressant aussi. Dans vos paramètres de position, d'entrer justement aussi votre taille de compte. Là, vous voyez, moi, j'avais mis 500 pour le compte. Ça, c'était quand on avait fait un challenge en live. On avait fait un start à 500 objectif x2. Avec un risque, alors là, du coup, ça, il faut le changer. Merde. Voilà. Et là, vous faites d'accord. Ok. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez calculer vos tailles de position, les risques à prendre, etc. Ça peut être une méthode vraiment super simple à mettre en place. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo, je pense, dessus pour vous apprendre à faire ça. Parce que c'est quand même super important, notamment quand vous débutez. Donc voilà un peu le programme. Voilà les amis. J'espère que je vous apprends des choses intéressantes et qui vont vous servir, hein, parce qu'il ne faut pas oublier ce que je vous apprends comme ça pendant les lives. C'est très important de retenir ça, les amis. Très important. Est-ce que tu prends des positions? Là, maintenant, tout de suite, non, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur le marché, Lolita. Alors, je reprends vos questions. Je ne sais pas s'il y en a. Non, c'est bon. Ok. Alors, on va passer désormais dans une dernière partie du live, où là, on va parler un petit peu plus d'économie. On va parler un petit peu plus d'économie, on va parler un petit peu plus des monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Je suis tombé hier sur une étude très intéressante. Une étude très intéressante en fait sur nos monnaies traditionnelles, sur les monnaies fiat telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est une monnaie fiat? Ben, c'est le dollar, c'est l'euro, c'est une monnaie tout simplement de banque centrale en fait. Il faut savoir qu'une monnaie fiat, elle a à peu près une durée de vie moyenne de 27 ans. C'est-à-dire que si on regarde dans le passé, et je dis bien que c'est une moyenne, hein, les systèmes monétaires, à chaque fois qu'on a mis en place, ils ont vécu à peu près 30 ans. Si on prend l'exemple du dollar américain, tous les 30 ans, en fait, on a dû réorganiser ce système monétaire. Par exemple, vous le savez, avant, le dollar, via les accords de Bretton Woods, était adossé à l'or. C'est-à-dire que le dollar était backup, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque le dollar n'est adossé à rien du tout. Avant, le dollar, il était backup par l'or. Et il était convertible en or, ce qui a été jusqu'à 1971. Date où le président américain Richard Nixon a décidé, tout simplement, de mettre fin à ces accords de Bretton Woods. Et donc, à partir de ce moment-là, le dollar n'a plus été adossé à l'or. 1971, ça fait aujourd'hui plus de 30 ans, plus de 40 ans, ça fait même 50 ans. 50 ans que ce nouveau système monétaire a été mis en place avec un dollar qui n'était plus adossé à l'or. Et donc, ça pose bien la question. Je vais vous partager d'ailleurs une petite illustration qui va probablement vous plaire. Alors, si ça veut bien, voilà. Regardez-moi ça. Ça montre bien, du coup, que ce système monétaire en fait, ne marche pas bien et qu'il a besoin
d'être remis en place, besoin d'être amélioré, en fait, systématiquement pour continuer à fonctionner correctement. Et c'est un problème. C'est un problème puisque aujourd'hui, bah, justement, on voit bien qu'on arrive justement à une limite. On voit qu'on arrive à un marché, enfin, à un système monétaire qui ne fonctionne plus. Et donc, qui va avoir besoin d'être, entre guillemets, reset, qui va être besoin d'être réorganisé. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Alors, moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que on continue, du coup, depuis 1971, pour reprendre là ce qu'on disait juste avant, on continue d'utiliser un dollar en USD qui n'est plus adossé à l'or comme devise de réserve. Donc, en gros, ça veut dire que vous avez une monnaie qui est adossée à rien. C'est, par exemple, dans le domaine des crypto-monnaies, c'est clairement la définition même du shitcoin, hein, en général, quand on parle de ce genre de choses. Aujourd'hui, donc comme je vous dis, on est quasiment 50 ans plus tard, et on voit très bien que le système monétaire, il ne marche pas, et qu'il faut absolument changer des choses, puisque sinon, il va y avoir des dégâts irréparables, et on va échouer. Alors, si on remonte vraiment encore plus dans le passé, même avant 1971, il y a environ 775 monnaies fiat, des monnaies fiduciaires qui ont été créées dans l'histoire. Et il n'y a absolument aucune de ces 775 monnaies fiduciaires qui a réussi à conserver sa valeur. C'est-à-dire que intrinsèquement, dans le fonctionnement, ça ne marche pas. On a environ, parmi ces 775 monnaies fiat, 20% de ces devises qui ont échoué à cause d'une hyperinflation. On a 21% qui ont été détruites par des guerres. On a 12% qui se sont éteintes à cause de l'indépendance de certains pays. On a 24% qui ont été réformées. Et enfin, on a 23% de ces monnaies fiduciaires qui sont encore en circulation, mais qui s'approchent en fait petit à petit des catégories précédentes, donc d'une hyperinflation, d'une guerre, d'une indépendance ou d'une réforme. Les miennes, Bastos. Les miennes, t'as tout sur les Discord ou sur les sites internet, Bastos. Alors, on va se concentrer sur un cas pratique maintenant pour illustrer justement ce que je vous ai vis-à-vis de ces monnaies fiat. On va prendre l'exemple de la livre sterling. On l'a dit, l'espérance de vie moyenne, elle est de 27 ans. La durée la plus courte d'une espérance de vie est justement 1 mois. Alors, la livre sterling, on va se concentrer dessus, elle a été créée en 1694. C'est l'une des plus vieilles monnaies fiduciaires qu'on connaît aujourd'hui. Et elle est encore en circulation. Elle a aujourd'hui l'âge de 326 ans. Et on peut clairement considérer la livre sterling comme une devise fiduciaire qui a plutôt bien réussi. Sauf qu'en fait, ce succès, il est un petit peu à remettre en question, il est un petit peu relatif. Parce que en réalité, de base, la livre sterling, en fait, elle n'était pas adossée à l'or, elle était adossée à l'argent. D'accord? Elle valait, avant, c'était comme ça, la livre sterling, elle valait 12 onces d'argent. Aujourd'hui, elle vaut moins de 0,5% de sa valeur originale. Donc oui, c'est une monnaie fiduciaire qui marche toujours, qui est en place depuis très longtemps, mais au final qui a perdu sa valeur. Donc en fait, la devise la plus ancienne du monde, qui a le mieux réussi, a perdu quasiment 100% de sa valeur face à l'argent physique. T'es tout le temps en live. Ouais. Donc, quand on regarde en fait l'historique des devises, des monnaies fiduciaires dans l'histoire, ben, ça montre bien que dans le temps, on a un taux de survie qui est ridicule et qui tombe très très rapidement et très souvent à zéro. Alors, indépendamment de combien de temps ça a pris, toutes les tentations qui ont été permises sous un système monétaire fiduciaire, elles ont finalement eu raison des gouvernements, puisque à chaque fois qu'il y a eu des situations compliquées avec le gouvernement, les monnaies, elles ont explosé. Alors, vous vous dites peut-être, ah mais de toute façon, ça ne peut pas arriver chez nous, ça va arriver que dans les pays pauvres, dans l'hémisphère sud, etc. etc. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous voyez la situation actuelle dans laquelle est l'hémisphère nord aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France. Vous voyez la nuit terrible qu'on a eue un petit peu partout cette nuit. Tout ça, c'est exactement ce qui peut mettre en péril une monnaie fiduciaire, qui peut mettre en péril une économie et un pays plus globalement. Donc, il faut rester attentif à tout ça. Heureusement, on a des solutions. Bitcoin en est une. Dieu merci. Dieu merci, enfin voilà, ou merci merci Satoshi. Mais on a des solutions face à ça. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas se décourager, mais il faut avoir conscience de cette situation qui est compliquée et du fait que, par définition, une monnaie fiduciaire est amenée à mourir au bout d'une trentaine ou d'une cinquantaine d'années. L'espérance de vie d'une monnaie fiduciaire
est similaire à ce que pouvait avoir un homme il y a une centaine d'années, tout simplement. Et même si certaines de ces monnaies fiduciaires eh bien, vivent plus longtemps, par exception, voilà, elles deviennent en fait des momies. C'est-à-dire qu'elles sont encore vivantes, sous une certaine forme, mais en ayant perdu quasiment 100% de leur valeur. Voilà les amis, on va terminer avec ces belles paroles. J'espère que ce petit cours d'économie enchaîné, qui a été enchaîné avec un petit cours d'analyse technique et aussi parsemé de risk management, j'espère que ça vous a plu. Donc là, juste après moi, vous allez pouvoir retrouver Théo, mon collègue Théo, qui va être en live avec vous pour une matinale news, hein, comme tous les matins. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu le programme live de la journée et de la semaine, parce qu'il va y avoir pas mal de choses intéressantes. Alors bougez pas, je vais vous afficher ça tout de suite. Hop, hop, tac, voilà, comme ça vous allez pouvoir savoir un petit peu ce qui vous attend pour la suite de la journée. Alors là vous voyez, donc on est sur la matinale trading, vous avez après la matinale news. À 13h30 vous aurez un live minage avec Nico que vous retrouverez de 19 à 20 avec moi pour un live sur notre bot de trading et d'analyse technique qu'on vous a développé. Et vous aurez ici dans la soirée, avant et après moi, un live DeFi avec Mathéo et après un live NFT avec Théo. Voilà un petit peu le programme, et puis vous voyez que tout au long de la semaine vous allez avoir plein de lives avec moi mais aussi avec mes collègues. Donc vous avez de quoi faire, vous avez de quoi vous mettre sous la dent. Donc n'hésitez pas à venir voir tout ça en vous abonnant, en rejoignant les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans les bios les amis. Donc voilà. C'est quoi un live minage? C'est un live où on va vous parler minage, on va vous apprendre ce que c'est le minage, on va vous expliquer comment faire du minage, comment être rentable grâce au minage, etc. etc. Donc voilà, comme quand on fait un live DeFi, on vous partage des opportunités sur la finance décentralisée, etc. etc. Oui, le minage fonctionne encore. Le minage fonctionne encore, bien évidemment. Donc voilà, sur ce les amis, je vais vous souhaiter une très bonne matinée. On se retrouve de toute façon juste après sur les différents Discord. Ouais, t'inquiète Christophe, je vais aller voir ton message juste après. On se retrouve juste après sur les différents Discord, sur les différents réseaux. D'accord, je vais continuer à vous partager plein de choses tout au long de la journée. Et puis sinon on se retrouve plus tard dans les lives, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette matinale news en intégralité, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut à tous les amis, c'était Alex.